Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire où on va parler des échelles d'évaluation, des échelles donc pour évaluer vos produits et profiler vos clients. Donc concrètement, des questionnaires, des questions, des séries de questions qui vont permettre d'évaluer l'expérience des utilisateurs, mais aussi de comprendre qui sont nos clients, vos clients, quelles sont leurs attentes et bien d'autres choses encore, donc, dont on va reparler très vite avec Lisa et Guillaume. Et sans plus attendre, si Guillaume, si tu veux passer au slide suivant, je vous laisse justement vous présenter tous les deux, et puis moi, je me présenterai au travers de Fairfection. On fera d'une paire de coups. Oui, Vas-y, je, Lisa. je commence, c'est ça, honneur aux Vas-y, dames. vas-y. Honneur aux dames. Donc, bonjour tout le monde, moi c'est donc Lisa Janson, je suis lead UX chez Perfection et je suis docteur en ergonomie cognitive spécialisée donc dans l'étude en particulier à travers des méthodes qualitatives des interfaces et de l'expérience utilisateur. Et voilà, pour la petite histoire, Guillaume est intervenu au moment où je faisais mon master et avant que je fasse mon doctorat. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis on a gardé contact par la suite. Et je te laisse te présenter. Absolument. Oui, alors moi je m'appelle Guillaume Grenier, je suis chercheur dans un centre de recherche qui est le Luxembourg Institute of Science and Technology et je suis du coup spécialisé plutôt sur les aspects ergonomie, expérience utilisateur et en particulier l'évaluation donc de l'expérience utilisateur que l'on va voir aujourd'hui particulièrement. Top. Eh ben, je suis vraiment ravi en tout cas de pouvoir faire ce webinaire avec tous les deux. Non, vas-y, vas-y. Comme Oui, je le disais, ok. je vais me présenter plutôt au travers de Fairpection, dont je suis président et fondateur. Et donc, brièvement, on intervient autour des sujets liés à l'expérience, donc qui peut être l'expérience des clients, des prospects, des utilisateurs, mais aussi des collaborateurs. Et on a quatre grandes thématiques d'intervention. Donc, une qui est relativement en amont, qui est plutôt proche du métier des études de marché et qui peut être liée aussi à des sujets d'innovation. Donc, qui sont vos clients et qu'est-ce qu'ils attendent? Une deuxième qui est plus liée effectivement à la mesure évaluative et à l'optimisation d'une expérience qu'on est en train de concevoir ou qui existe déjà, la vôtre ou celle des concurrents. Et donc, c'est toute la grande famille des tests. Et la partie, entre guillemets, cousine, l'assurance qualité, donc qui va être liée à la chasse aux bugs. Et donc, si l'optimisation, c'est finalement s'assurer que vous concevez ce qui va répondre aux attentes de vos utilisateurs, l'assurance qualité, c'est s'assurer que ce que vous avez conçu fonctionne bien. Alors, c'est à peu près aussi simple que ça avec beaucoup de solutions à chaque fois derrière. Et enfin, le sujet, gros sujet émergent du numérique responsable et derrière, donc finalement, de la RSE appliquée à nos métiers, aux métiers du digital avec notamment des sujets autour de l'accessibilité, de l'éco-concession et de l'inclusivité. Et ça peut passer par des audits. Donc, a priori, 2025, c'est un peu l'année de l'audit d'accessibilité, mais aussi des approches plus formatrices et qui vont accompagner les organisations dans le temps pour qu'elles puissent aborder ces sujets de façon la plus naturelle possible euh, au fur et à mesure. Comme je le disais, donc Fairpection, si tu peux passer au slide suivant, c'est une entreprise donc, que j'ai fondée maintenant il y a 11 ans. Et cette année, enfin l'année dernière, il y a 6 mois précisément, on a eu la chance de rejoindre une autre équipe qui est celle d'Unguess, qui est basée en Italie avec beaucoup de synergie entre nos deux équipes, notamment sur la partie tech, la partie plateforme qu'on souhaite muscler, mais aussi, je viens de parler des sujets d'accessibilité, c'est des sujets qui sont souvent internationaux, et donc le fait d'être deux équipes, ça permet de les aborder avec ces perspectives-là aussi. Et on se retrouve aussi beaucoup dans la problématique, enfin dans l'approche, on va dire, entrepreneuriale. Donc c'est pour ça que c'était c'était un mariage heureux, enfin, et ça l'est toujours. Et là-dessus, Guillaume, ce que tu n'as pas encore dit, c'est que en plus d'être un sémillant docteur, tu es aussi un auteur.
Oui, absolument. J'ai eu le plaisir de sortir il y a quelques mois, au mois d'octobre donc 2024, un ouvrage sur les questionnaires UX et plus généralement comment mener une enquête euh, relative aux utilisateurs. Et voilà. Et dans ce cadre-là, chez Erol est paru Évaluer l'expérience utilisateur, où je présente non seulement comment construire une enquête, mais aussi comment y intégrer dans une enquête euh, un ou plusieurs questionnaires vraiment de mesure de l'expérience utilisateur, mais également des questionnaires qui permettent de profiler les utilisateurs. Donc ça, on va en parler aujourd'hui. Et dans une troisième partie, eh ben, j'explique également comment faire des analyses plus ou moins avancées de ces questionnaires, donc des résultats qu'on obtient et des analyses du coup quantitatives. Voilà, je Yes. pense que ça a résumé. Non, et donc, c'est pas tout à fait un hasard. Si, Non, c'est pas tout à fait si un on se hasard. voit aujourd'hui. Et voilà, ce webinaire, on espère que vous allez le trouver très riche et qui vous donnera, bien entendu, aussi envie de lire l'intégralité de cet ouvrage. Alors, on a qu'à se jeter dedans. Est-ce que tu veux nous parler un peu de, voilà, alors le monde entre ceux qui creusent et, C'est voilà. ça. Mais est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus, nous introduire un peu ces notions de questionnaire on avait parlé aussi d'échelle standardisée. Je ne sais pas si tu veux en parler dès maintenant, Absolument. mais Oui, 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 oui. Ben, suivons effectivement ce qu'on avait prévu. Moi, ça me va bien. C'est vrai que questionnaire ou échelle, moi, je parle de questionnaire, mais c'est en fait la même chose, hein. Et de toute façon, dans la littérature, on trouve parfois un questionnaire qui s'appelle une échelle ou une échelle qui s'appelle un questionnaire. Honnêtement, c'est très, très proche. Moi, je parle plutôt de questionnaire pour éviter la confusion avec l'échelle qui est la manière dont on va répondre à une question. L'échelle, et souvent c'est l'échelle de Likert. oui. Mais parlons d'échelle ou de questionnaire. Moi, les deux me vont. Et si tu me permets, nous, on avait effectivement souhaité aussi mettre en avant les échelles parce que, à l'inverse, les questionnaires renvoient, oui, plutôt souvent sur un imaginaire essentiellement quanti. Et Ouais, ce qu'on va voir, c'est que même si le volume est indispensable, bien sûr, pour s'assurer de la validité des questionnaires slash échelle. Ça n'empêche pas, à l'inverse, une fois qu'ils sont validés, elles sont validées, de les utiliser à un niveau quali aussi. Donc, on voulait un peu, et puis voilà, ça nous donnait un imaginaire un petit peu différent. En tout cas, voilà, on va parler à la fois d'échelle et de questionnaire, et là-dessus, je te laisse le- nous dire un peu comment sont construits justement ces c'est- questionnaires, et notamment standardisés. Oui, d'accord. Et pour juste effectivement rebondir sur ce que tu disais, moi je suis complètement dans ton approche. Là, on va parler effectivement de questionnaires, de choses très quanti, mais on est de toute façon surtout quand on parle d'expérience utilisateur sur des approches triangulées où on va combiner qualitatif et quantitatif pour avoir des données les plus disparates possibles et d'avoir une vue en fait la plus précise sur un sujet. Donc le questionnaire, en fait, en soi, il se suffit pas, hein. Il faut poursuivre avec d'autres choses. Enfin, ça dépend bien sûr ce qu'on veut faire. Mais donc, pour parler de questionnaire standardisé, ben, je vais expliquer ce que c'est qu'un questionnaire standardisé, comment il est construit, parce qu'il y a tout un protocole en fait hein, que j'ai pas inventé, qui existe depuis longtemps là-dessus. Mais effectivement, le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui creusent et les autres, je me souviens plus qui ils sont. Mais en tout cas, c'est ça. Ça fait référence à ce film-là, Le Bon, la Beauté, le Truand. Donc, ben, déjà pour qu'on ait le même vocabulaire pendant tout ce webinaire, ben, un questionnaire en soi, c'est assez simple, hein. C'est un certain nombre d'items. Une item, ça peut être une question, ça peut être une affirmation, ça peut être un différenciateur sémantique, donc deux mots qui s'opposent, et puis on vient se positionner plutôt vers l'un ou l'autre de chacun des deux mots. Voilà. Donc on pourrait approfondir ça, mais en tout cas, on a des items. Ce qui est important, par contre, dans un questionnaire et en particulier un questionnaire standardisé, c'est que généralement, on a plusieurs items qui viennent mesurer un concept particulier. Et un questionnaire, bien souvent, il vient mesurer plusieurs concepts sous-jacents à un concept général. Donc, si on parle d'expérience utilisateur, ben, selon les modèles théoriques,
on peut considérer que l'expérience utilisateur, c'est la facilité d'utilisation d'un produit et le plaisir d'utilisation, donc une dimension plus hédonique. Et du coup, ça va faire deux concepts, facilité d'utilisation et plaisir d'utilisation. Je caricature, mais on approfondira ça après. Et donc, on va avoir plusieurs concepts généralement, parfois un seul concept. Donc, dans ce cas-là, ben, tous les items de notre questionnaire, ils vont mesurer qu'une seule chose. Quand on parle d'un questionnaire, on parle plutôt d'une dimension. Enfin, en tout cas, un concept, ça vient établir ce qu'on appelle une dimension. Et donc, un questionnaire, ça va être ça. Ça va être un ensemble de dimensions, un ensemble de concepts mesurés eux-mêmes par euh, généralement plusieurs items. Et quand il n'y a qu'un concept, hein, on appelle ça un questionnaire unidimensionnel. Il n'y a qu'une seule dimension, qu'une seule chose qui est mesurée. Dans la construction des questionnaires standardisés, en fait, on va poser des items, donc des questions hein, ou des affirmations, ça dépend, mais souvent c'est des questions, puis on se positionne, hein, je suis plus ou moins d'accord avec cette affirmation ou cette question-là. Et en fait, il y a toute une démarche qui a été proposée par Churchill dans les années, j'ai plus la date exacte, mais je pense 70-80, qu'on appelle le paradigme de Churchill. Et en fait, on est vraiment, c'est assez amusant quelque part, dans une démarche très itérative, presque une démarche de design thinking, où on vient poser des items et puis, on vient petit à petit, par des méthodes statistiques, affiner en fait les items, notre questionnaire, éliminer les items qui posent problème pour ne garder que les items qui sont les plus intéressants pour ce qu'on veut mesurer. Et dans cette démarche itérative, on va ce qu'on appelle purifier l'instrument de mesure, c'est-à-dire purifier le questionnaire et arriver à un questionnaire qu'on va estimer suffisamment valide et tout à la fin, il y a une étape qui est de développer des normes, dont on parlera sûrement. Développer des normes, ça veut dire, OK, mon questionnaire, il est a priori, il mesure certaines choses, il mesure l'expérience utilisateur, par exemple. Et du coup, les normes, ça va être, à partir de quel score je peux considérer que mon expérience utilisateur que je mesure est bonne ou pas bonne. Voilà. Et ces normes, elles vont permettre aussi de comparer plusieurs secteurs, plusieurs produits entre eux, etc. En tout cas, c'est quelque part avoir du recul sur l'utilisation du questionnaire que l'on a développé. N'hésitez pas, je ne sais pas si Lisa, Mathieu, enfin, n'hésitez pas à m'interrompre, voilà, s'il y a des questions complémentaires. Et donc, pour poursuivre qu'est-ce qu'un questionnaire standardisé? Je vais prendre une métaphore qui est pas de moi, qui est de Chapanis. Chapanis, lui, il prend la métaphore du tireur d'élite. Moi, je préfère prendre maintenant la métaphore du tir à l'arc. C'est un peu plus, voilà, un peu plus neutre. Et puis, ça s'inscrit dans le contexte voilà, des Jeux Olympiques. Hein. Et donc, quand on tire à l'arc, on a plusieurs flèches. Et l'objectif, bien sûr, c'est de tirer ces plusieurs flèches le plus au centre de la cible possible. Donc c'est ça la métaphore, c'est très simple. Donc il faut imaginer que chaque flèche que l'on tire, c'est un item d'un questionnaire. Ça va mesurer du coup, on va avoir une réponse, donc ça va mesurer quelque chose. Et donc, voilà, ces flèches, elles vont être plus ou moins au centre, plus ou moins dispersées, et cette métaphore-là, elle va nous permettre de comprendre deux concepts clés dans les questionnaires standardisés. La notion de fidélité. C'est le premier concept. La fidélité, en fait, c'est est-ce que les tirs que je fais, du coup, est-ce que la mesure de chacun de mes items, est-ce que c'est une mesure ou un tir qui est groupé, donc voilà, je tire mes flèches au même endroit, ou est-ce que c'est très dispersé en fait sur la cible? Plus les tirs sont groupés, en fait, mieux c'est. C'est-à-dire que plus les items vont mesurer une chose en particulier, donc parfois ça peut être des items où les questions sont très proches, et on en reparlera, mais il y a des questionnaires où on a l'impression qu'on pose toujours la même chose comme question, mais c'est quelque part normal parce que c'est en fait, pour la métaphore du tir, c'est en fait un tir groupé. On vient tchac-tchac tirer au même endroit. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le concept de fidélité d'un questionnaire. Et donc, plus les tirs sont groupés, plus le questionnaire est fidèle.
La deuxième, du coup, métaphore par rapport au tir à l'arc, c'est la notion de validité. En fait, ben oui, mes tirs groupés, c'est bien, mais mes tirs groupés, ben, il faut qu'ils soient au centre de la cible. Et mon centre de la cible, c'est le concept que je veux mesurer. Si je pose des questions sur la facilité d'utilisation et que mes questions, elles convergent, donc elles sont fidèles, ça c'est bien, mais peut-être que je mesure pas vraiment la facilité d'utilisation. Donc, je vais m'assurer, là à nouveau, c'est des méthodes un peu statistiques, hein, mais en tout cas, il y a des méthodes particulières qui me permettent de m'assurer que bah, mes tirs sont groupés, mais en plus, je mesure bien le concept que je veux mesurer. Et dans ce cas-là, bah, c'est ce qu'on appelle la validité. Et enfin, mon questionnaire, il doit être donc fidèle, valide, et il doit, dans la mesure du possible, être le plus sensible possible. C'est-à-dire que si j'ai un questionnaire, que je pose des questions, je sais pas, à des personnes qui sont très différentes en termes de profil, à des jeunes, à des seniors, ou alors que je mesure différents produits, un site web, une application mobile, et que mes scores en fait sont toujours les mêmes, ben, ça va pas être très intéressant pour moi. En fait, je vais pas avoir donc de sensibilité. Je vais toujours avoir les mêmes résultats. Et ça va pas me permettre de différencier différents produits entre eux. Et la sensibilité, en fait, ça va être faire en sorte que mon questionnaire, il puisse avoir un champ de réponse le plus large possible. Et ce champ de réponse, il correspond non seulement au nombre d'items que j'ai dans mon questionnaire, donc au nombre de questions, il considère également à l'échelle de Likert que je vais utiliser, donc par exemple une échelle qui va de 1 à 5, pas du tout d'accord, tout à fait d'accord, mais plus mon échelle est grande, plus ben oui, j'ai de possibilités de répondre, donc j'ai de scores possibles. Et enfin, la troisième dimension pour avoir tout le champ des possibles, c'est mon nombre de participants. Si j'interroge une personne, bah, c'est sûr que je vais avoir qu'un seul score de mon questionnaire. Si j'en interroge 100, je vais avoir beaucoup plus d'étendue. Et plus j'arrive à avoir, donc ça c'est cette métaphore du cube, hein, avec chaque petit cube, ça correspond à un point, à un score. Et ben plus j'arrive à à m'étendre, à être dans toute l'étendue de mon cube, de mon grand cube avec tous ces petits cubes au milieu, eh bien, plus mon questionnaire sera sensible. Et du coup, un questionnaire standardisé, pour conclure, bah, c'est ce lien entre ces trois concepts, fidélité, validité et sensibilité. Et là, j'ai un questionnaire qui est validé scientifiquement, qui est sûr de mesurer ce qu'il est censé mesurer, qui est sûr d'avoir des finesses dans les réponses et qui est certain également que les items, les questions mesurent bien ce qu'elles veulent mesurer et sont bien comprises. Voilà. Guillaume, Oui, maintenant qu'on est un peu plus malin sur ce qu'il y a effectivement, ces trois piliers qu'il y a derrière un questionnaire standardisé, si on revient un petit peu sur finalement le pourquoi, dans quel cas, selon toi, on devrait utiliser un questionnaire standardisé, ou au contraire concevoir sa propre enquête? Et puis je crois que tu vas nous parler aussi d'un certain nombre de biais. de billets, oui. Bah, je pense que tant que si on peut faire appel à un questionnaire standardisé, donc il en existe beaucoup. Euh, Malheureusement, j'ai envie de dire, ils sont parfois cantonnés au monde de la recherche. Donc, c'est un peu l'objectif de mon livre, c'est de pouvoir les vulgariser et les rendre plus accessibles. Donc, il en existe une multitude. Hein, j'en parlerai à la fin, mais je suis en train, c'est pas terminé, mais de faire un référencement de tous les questionnaires standardisés qui existent, en tout cas qui touchent à l'UX de manière générale, et de proposer des traductions et et d'expliquer comment les exploiter en fait. Donc, dans la mesure du possible, moi, je pense que si on peut utiliser un questionnaire standardisé, on est sûr de pas se tromper. Et il vaut mieux, du coup, utiliser un questionnaire standardisé que faire son propre questionnaire. Maintenant, bien sûr, même s'il en existe beaucoup, il y a des choses qu'on ne va pas, enfin, qu'on va pas trouver. Il va pas toujours exister un questionnaire standardisé pour quelque chose que l'on veut mesurer. Et dans ce cas-là, ben, on peut construire bien sûr son propre questionnaire, mais il faut avoir conscience que bah, ça va pas être si simple d'affirmer que bah, ce qu'on mesure, hein, si c'est un questionnaire, bah, à nouveau, je prends la facilité d'utilisation parce que
C'est un exemple simple, mais si on a fait ses propres questions pour mesurer la facilité d'utilisation, eh bien, il va falloir être prudent, si on veut être rigoureux, dans nos conclusions, parce que si on n'a pas fait toute cette démarche de validation, ben, peut-être qu'on va être confronté à des biais de réponse et puis voilà, des mesures que l'on pense faire, mais en fait, non, on ne mesure pas cette chose-là. Et effectivement, ben, il y a des biais de réponse dont se prémunissent au maximum les questionnaires standardisés. Il n'y a pas de solution miracle pour se prémunir de ces biais de réponse, mais on peut arriver à gérer ces biais par notamment ce qu'on appelle des items inversés. Donc, au lieu de poser une question ou donner une affirmation qui va avoir, dont le score dont l'appréciation très positive de cette question, par exemple, ce produit est facile à utiliser. Si je coche le score maximum, par exemple 7, eh bien, c'est très positif. Et un item inversé va poser la question inverse, comme par exemple ce produit est très difficile à utiliser. Et dans ce cas-là, si je coche 7, c'est très négatif. Donc, un item inversé, c'est un item dans sa définition dont plus le score est élevé, plus c'est négatif pour ce que je veux mesurer. Plus c'est l'inverse de ce que je veux mesurer. Enfin, plutôt négatif, on va dire. Et donc, j'ai posé ici le biais de réponse. Euh, on arrive à s'en prémunir, mais pas de tous, hein, parce que il y a beaucoup de biais, bien sûr. Pas tous les biais sont humains. Et parfois, c'est difficile de contrer ces billets-là. Alors, le billet le plus classique, c'est le billet de désirabilité sociale. Vous proposez un questionnaire et la personne, elle va se montrer sous son meilleur jour, mais généralement, ça veut dire qu'elle va plutôt évaluer positivement ce que vous lui avez présenté. Donc, vous présentez un site web, la personne, elle va dire, votre site web, il est super. Voilà, ça c'est le billet de désirabilité sociale. Le biais de contamination, c'est aussi un biais assez classique. C'est que la personne, si elle répond positivement aux premières questions ou à la première question, elle va rester dans cet état d'esprit pour les questions suivantes. Donc, elle va répondre toujours un peu de la même façon, en fait. Euh, le biais de polarisation également, c'est un peu plus rare et c'est très difficile à déceler, mais c'est un biais qui existe où la personne, je sais pas, elle fait partie d'un groupe d'appartenance, je dis n'importe quoi, hein, elle est senior, et elle va répondre en imaginant ce que son groupe d'appartenance pourrait répondre. Voilà. Moi, je rencontre ça beaucoup, en tout cas en test utilisateur, où parfois il y a une personne qui fait un test, je lui demande de réaliser des scénarios, et puis la personne ne me dit pas ce qu'elle pense de l'interface que je lui présente, mais elle me dit ce qu'elle pense que son groupe d'appartenance penserait. Donc, voilà. Moi, je pense que cette page-là, elle conviendrait pas à ces personnes-là, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est elle, qu'est-ce qu'elle pense, elle, pas de son groupe d'appartenance. Mais ça se retrouve aussi dans les questionnaires. Le biais de réponse extrême, on le retrouve beaucoup chez les enfants ou chez le jeune public. C'est avoir du mal à nuancer ses réponses et répondre plutôt, je suis pas du tout d'accord ou tout à fait d'accord. Ça, c'est le biais des réponses extrêmes. C'est facile à détecter. On voit tout simplement si les scores sont vraiment à chaque fois sur les extrêmes. Et ça, à nouveau, c'est vraiment une problématique chez les enfants. C'est un biais très, très courant et qui est très, très difficile de contrer. L'une des solutions, c'est vraiment de leur expliquer la nuance de chaque point de l'échelle qu'on leur propose. Si c'est une échelle de 1 à 5, il faut leur dire, pas du tout d'accord, un tout petit peu d'accord, et etc. Et il faut que la personne se mette dans cet état d'esprit-là. Billet de confirmation, ça aussi, c'est un grand classique. La personne, elle pense que vous attendez en tant que testeur, animateur. Elle pense que vous attendez un type de réponse particulier et elle va chercher en fait elle va cocher en espérant répondre à ce que vous attendez d'elle. Et enfin, le billet d'acquiescement, là aussi, c'est un classique. On va plutôt répondre oui ou positivement à des choses, à des questions, que non.
Et ça, on le voit dans les items inversés, c'est-à-dire que quand est-ce que mon produit est très facile à utiliser, on répond très facilement oui, absolument. Par contre, si on dit est-ce que mon produit est très difficile à utiliser, même s'il est vraiment très 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 mauvais, on vient très rarement répondre euh, ben enfin, c'est l'inverse, je me suis un peu emmêlé, mais en tout cas, on Mm. vient répondre très peu souvent répondre non catégoriquement. Donc voilà, donc c'est effectivement, mon produit est très facile à utiliser, je vais répondre oui, totalement. Par contre, s'il est très difficile à utiliser et que j'ai ma question, est-ce qu'il est facile à utiliser, je vais pas répondre non catégoriquement. Je vais répondre non un petit peu, mais pas complètement. Ouais, c'est vrai Voilà. que c'est intéressant d'utiliser des espaces standardisés aussi pour éviter ces biais-là. Et c'est pour ça que nous, on pousse au maximum quand il y a des échelles existent d'utilisation de ces questionnaires. On a quelques questions si tu veux bien, Oui, Guillaume. oui, Euh, oui, absolument. alors, il y en a une notamment sur alors, les instances qui décident. Alors, comment est-ce qu'on décide finalement si un questionnaire répond bien à ces trois critères? Alors, sans rentrer trop dans les détails des études statistiques qui sont nécessaires, mais est-ce que tu Oui. peux nous dire brièvement comment est-ce qu'on valide ces trois critères et comment on procède? Et combien de Ah, réplications sont nécessaires? Enfin, réplication, je pense que c'est plutôt lié au nombre. itération. Ouais, itération, c'est ça. Ouais. Euh, alors, le- pour savoir si le questionnaire est valide, enfin en tout cas il répond bien aux critères de standardisation, en fait c'est que de la statistique. Mm. Voilà. Donc c'est appliquer des tests qui vont dire bah ok mes items ils convergent, appliquer des tests pour dire bah mes items ils mesurent un concept particulier, mais ces items-là ils mesurent bien ce concept-là. Et c'est, j'ai envie de dire presque malheureusement, quasiment que de la statistique. Il y a quelques petites méthodes comme ça par-ci par-là, mais c'est beaucoup, beaucoup de statistiques. Et l'instance, en fait, il n'y a pas d'instance qui va valider ça. C'est simplement, ben, une fois, puisque c'est statistique, puisque c'est une démarche assez longue, c'est généralement les chercheurs qui font ce genre de démarche, hein, qui prennent le temps de ça parce qu'en plus il faut avoir des compétences un peu particulières. Et du coup, en fait, c'est bah, le chercheur, il va publier un article, il va faire connaître son questionnaire, et puis là, on voit hein, dans l'article, ben, est-ce que comment il a répondu aux critères. Et puis parfois, il y a des choses qui sont critiquables. Hein. Parfois, c'est bon, ok, je sais pas, tel chercheur il dit que ce questionnaire-là, il est valide, mais ben, vu ses résultats, c'est parfois c'est moyen. Voilà. Donc il n'y a pas une instance qui vient dire, OK, il est standardisé. C'est voilà, c'est propre généralement aux chercheurs et à leur démarche, à leur travail. Et concernant le nombre d'itérations, euh, généralement, en tout cas pour ceux que j'ai construits, il faut 2 à 3 itérations. Donc, on a une première version qui est vraiment qui prend plein d'items, et puis on vient affiner avec une deuxième version où on a un peu moins d'items, et généralement on a besoin d'une troisième version où là, on a vraiment enlevé le gras, on a vraiment quelque chose qui est très efficace. Donc, l'objectif aussi, c'est d'avoir le moins de questions possible, hein, le moins d'items possible dans son questionnaire pour pas que ce soit trop lourd pour l'utilisateur. Et là aussi, ça demande du coup, généralement 3 itérations. Enfin, ça fait deux, du coup, Mm. 3 versions. Ça. Et souvent, des concessions sont un peu obligatoires hein, à faire quand on construit une échelle. Et c'est vrai que bah, malheureusement, ça reste encore pas mal du domaine des chercheurs. Hein, l'idée, c'est que ces recherches-là donnent lieu aussi à des utilisations plus sur le terrain. Et c'est grâce à ces vulgarisations-là, enfin, notamment par l'intermédiaire de ton ouvrage, où vraiment on arrive à étendre l'utilisation de ces questionnaires. Donc, c'est super Oui, intéressant d'avoir ce type d'outils, c'est quoi. ça. On n'a pas besoin de comprendre toute la démarche pour utiliser le questionnaire, en fait, du coup. Bah Mm. ouais. Je fais un peu de timekeeping. Je ne sais pas, Lisa, si tu Vas-y. veux pas poser les autres questions ou si on les garde pour la fin, mais en tout cas, c'est juste qu'il faut qu'on avance un petit peu plus vite. Ok. Oui, ça va. Moi, je voulais juste dire deux petits mots, enfin, pour si tu peux passer à la slide suivante, parce que nous, en fait, on a une démarche initiée chez Perfection
qui consiste à standardiser un questionnaire, une échelle, hein. Donc nous, on a une empreinte, ce qu'on appelle UX for Good, assez forte, comme disait Thibaut. On travaille beaucoup sur la mesure de l'impact environnemental et voilà, comment est-ce qu'on fait pour concevoir avec les principes de l'éco-conception. On travaille aussi sur l'accessibilité et l'inclusivité des interfaces qu'on étudie. Et on s'est lancé il y a quelque temps dans la construction de ce petit questionnaire. Donc je dis petit parce que c'est un questionnaire qui a pour l'instant que 6 items, où on va à chaque fois interroger l'impact environnemental, l'accessibilité et l'inclusivité et la perception en fait des utilisateurs vis-à-vis de ces 3 éléments-là, et surtout l'impact que cette perception-là va avoir sur l'image de marque. Hein, on demande aux utilisateurs, par exemple, selon vous, est-ce que ce site de la marque X est accessible, vous semble accessible? Et quel impact ce niveau d'accessibilité-là va avoir sur l'image de marque? Un impact plutôt positif ou plutôt négatif? Ce qui est intéressant de mesurer pour sensibiliser notamment nos clients sur ces thématiques-là, et puis leur montrer qu'effectivement, c'est important de travailler aussi sur ces thématiques-là. Donc nous, on est vraiment dans la phase d'exploration, hein. On a commencé évidemment, on a fait un état de l'art, on a regardé un peu ce qui existait, on a réalisé cette démarche-là il y a quelques temps, et puis on a construit avec des experts des items. Et là, on a en fait, on a quelques réponses, et on va ensuite faire une passation systématique de l'échelle, hein, pour avoir de plus de données possibles. Et puis, prochaines étapes, c'est se lancer dans les statistiques, hein, aller mesurer les alphas de Crambar et toutes ces joyeusetés, pour vérifier que l'échelle est fiable, valide et sensible. Alors, on aura bien sûr plus de concessions sur la sensibilité parce qu'on n'a pas beaucoup d'items. Et puis l'idée, c'est aussi qu'on puisse normaliser les résultats par secteur d'activité, parce qu'on aimerait bien situer en fait les réponses, les scores pendant nos études sur une échelle, enfin sur un ensemble, les comparer à un ensemble de scores du même secteur. Parce qu'évidemment, on ne va pas avoir la même sensibilité sur ces questions-là, par exemple dans le tourisme, que dans l'industrie ou dans le secteur du beauté et du luxe. Pas de la beauté, pardon, et du luxe. Donc voilà, nous, on voulait donner un petit peu cet exemple-là. On a montré un peu notre échelle à Guillaume, mais on attend aussi son aide pour les études de validation. Mais Avec plaisir. comme quoi, c'est possible aussi d'avoir cette démarche-là. C'est un peu plus long, mais ça vaut le coup. Ouais. On avait aussi enfin, c'est intéressant aussi qu'on donne peut-être quelques exemples. Guillaume? Oui, oui. Alors effectivement, il y en a beaucoup, mais on peut, si on devait retenir quelques questionnaires qui permettent de mesurer donc l'expérience utilisateur, et après, du coup, je vais aller vite là, je pense au temps. On va aller sur quelques questionnaires de profilage, mais à titre vraiment illustratif. L'un des questionnaires les plus utilisés, parce qu'il est très sensible, très fidèle, très valide, c'est le System Usability Scale. C'est 10 questions, enfin, 10 affirmations. On se positionne pas du tout d'accord, tout à fait d'accord. Attention, ce questionnaire, il a un calcul particulier de score. Faut pas faire de moyenne, etc. Il y a un calcul, voilà, qui permet d'avoir un score global de 0 à 100. Euh, voilà, vous l'aurez. Il a des avantages et des inconvénients. Les avantages, je les ai dit, mais le principal inconvénient qu'il a, c'est qu'il est unidimensionnel. Donc, en fait, on mesure simplement le côté facilité d'utilisation, utilisabilité. Et c'est tout. Donc, on n'a pas de nuance, en fait, sur ce qu'on vient mesurer. On ne sait pas s'il y a des problèmes d'utilité ou d'attractivité, des choses comme ça. Et puisqu'il y a beaucoup d'items et qui mesurent qu'une seule chose, souvent les items sont redondants et les participants ils disent ah, mais attendez, vous m'avez déjà posé la question là, un peu plus haut. Voilà, ça c'est son inconvénient. Son avantage, c'est que puisqu'il est très très utilisé, eh bien il a une forme de standardisation, c'est-à-dire que, enfin, il est standardisé, mais on sait que ces scores
vont signifier certaines choses parce qu'on a suffisamment maintenant de recul pour créer des normes d'interprétation. Et ça, c'est une recherche qui a été menée et qui permet de dire, OK, par rapport à mon score, eh bien, mon système, mon produit, il est bon, excellent, etc. Ça, c'est le système Usability Scale qui est donc un des incontournables. Un autre incontournable aussi, donc, qui a été développé en réaction au système Usability Scale, l'auteur a tout simplement dit, ben, OK, on mesure qu'une seule chose en 10 items, donc 10 questions pour tout, on le fait avoir qu'un seul score. C'est peut-être un peu beaucoup. Donc, cet auteur-là, il a proposé une version raccourcie du système Usability Scale, qu'il a appelé LUMUX, hein, Usability Metric for User Experience. On est toujours sur la facilité d'utilisation. On n'est pas vraiment sur de l'expérience utilisateur pure. Et là, il y a 4 items. Et à nouveau, il y a un mode de calcul particulier qui permet d'avoir un score qui va de 0 à 100 et qui s'interprète exactement comme pour le système Usability Scale, donc comme le SUS présenté juste avant. Voilà. Euh, pour un petit parenthèse, je l'aime pas tellement, l'Umux, parce que le quatrième item, il pose souvent problème. C'est je passe trop de temps à faire des corrections avec ce système. L'idée, c'est en fait, mon système, il fait des choses, mais je suis obligé de les reprendre constamment. Et il y a plein de systèmes où ça s'applique pas, en fait. Voilà. Je continue, hein. Tu m'interromps, Lisa, s'il faut, Mathieu aussi. Euh, L'attractif, euh, c'est un aussi des questionnaires les plus incontournables selon moi. Euh, il a l'avantage de mesurer l'expérience utilisateur selon un modèle très particulier, hein, d'Assensal, mais qui dit l'expérience utilisateur, c'est mesurer la facilité d'utilisation, qualité pragmatique comme il l'appelle, mais aussi l'attractivité, c'est-à-dire qualité hédonique, et il distingue 2 types de qualité hédonique. Donc on est sur un questionnaire qui est un peu lourd, c'est son inconvénient. Il y a 28 items. Il y a des items qui sont aussi, donc là c'est des différenciateurs sémantiques, qui sont pas toujours bien compris par les utilisateurs. Et surtout, parfois il y a des items qui sont, voilà, dans certains cas, considérés pour les utilisateurs comme positifs, je sais pas, des applications métiers, hein, des applications en entreprise. On va considérer qu'une application dans une entreprise, par exemple, il vaut mieux qu'elle soit sans imagination que créative. On s'attend pas à avoir de l'innovation, en tout cas une interface waouh dans une application métier. Et du coup, on a des scores négatifs, alors que non, ça répond quand même à cette demande d'application métier particulier. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de très waouh, de très attractif dans ce cas-là. Mais du coup, on obtient des scores négatifs sur l'attractif. Voilà. Ça, j'en ai parlé, hein, c'est un questionnaire long. Parfois, c'est difficile, les items sont difficiles à comprendre, ou en tout cas, ça s'applique pas à tous les domaines. Guillaume, Ouais. je rebondis sur un commentaire dans le chat. Oui. Euh, Vas-y. voilà, on a une des participantes qui nous dit on utilise Lumux Lite Oui. avec seulement 2 questions. Mais au-delà, au-delà de la version Lite, c'est vrai que des fois on a cette discussion avec des clients sur est-ce qu'on peut choisir quelque part une partie des questions? Est-ce que voilà, Oui. l'échelle est toujours valide? Oui. Alors, Lumux Lite, effectivement, moi, je le préfère à Lumux. Parce qu'effectivement, il a que 2 questions, hein, il prend l'item 1 et 3. Par contre, puisqu'il a plus que 2 questions, il a beaucoup moins de sensibilité, en fait. C'est logique, on a beaucoup moins d'étendue de score. Et c'est ça qui m'embête, en fait, dans le Lumux Lite, c'est que du coup, quand on compare plusieurs produits, les différences, elles vont être plus difficiles Oui. à mettre en évidence. Voilà. Et pour la sélection des items, on peut choisir quelques items d'un questionnaire, pourvu que ça soit qu'on garde quand même tous les items qui mesurent une dimension. Donc, si je reprends ici simplement l'Umux, on mesure qu'une seule chose dans l'Umux, donc on est obligé de prendre toutes les questions. Si on les prend pas toutes, on pourrait, hein, pour X raison, prendre qu'une ou 2 questions, mais dans ce cas-là, on n'est plus du tout sur un questionnaire standardisé, on n'a plus du tout l'assurance de mesurer ce qu'on veut mesurer. Mhm. Voilà.
Donc, par exemple, pour l'attractif, lui, il a plusieurs dimensions que j'ai pas surlignées ici, mais Oui, chaque item d'accord. correspond à une dimension et on pourrait dire, bah voilà, je prends que les items qui correspondent à la dimension euh, hédonisme, stimulation. Donc, est-ce que mon système, il est stimulant, attrayant? Et là, dans ce cas-là, il faudrait que je prenne tous les items de cette dimension-là. Il y en a 7. Je crois qu'on a. Merci beaucoup, hein. De Je crois rien? qu'on a un exemple. Oui, Ouais. Et après, on pourra parler peut-être, pareil, de timekeeping, mais on pourra parler des questionnaires plus de profilage. Absolument. Je te laisse, Lisa, nous parler un peu d'un exemple de ce qu'on a fait. oui, alors on a Ici? Ouais, c'est un merci. exemple parmi d'autres parce que c'est vrai que nous, on essaye quand même d'utiliser le plus possible les échelles UX quand c'est possible. Et donc, nous, on utilise par exemple effectivement le SUS et notamment l'attractif. Là, c'est un exemple qu'on a réalisé pour un client que j'ai trouvé intéressant parce que, en fait, c'est aussi important de le rappeler. Non seulement les échelles sont utilisées comment dire, en complémentarité d'autres données, comme tu disais, Guillaume, d'autres données notamment qualitatives, mais en plus, ce qui est intéressant dans les échelles, c'est de faire des comparaisons notamment longitudinales, donc à différents moments. Et là, c'est un peu ce qu'on a fait. On a fait des comparaisons, alors pas à différents moments, mais sur différentes versions, où en fait, on a passé la même échelle, donc la track diff, sur des populations similaires. On avait une partie de la population des utilisateurs France et une partie des utilisateurs aux États-Unis. Donc un certain nombre, hein, quand vous pouvez voir, donc 106, 139 personnes et 192 personnes. Et en fait, on a comparé différentes versions du site et du proto. Donc, je vous ai mis en exemple l'ancien site, les résultats sur l'ancien site sur la population française par rapport au site actuel, enfin le plus récent, on va dire. Et voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, comme tu dis, Guillaume, il faut faire attention évidemment au sens des items et au sens des mots qui sont utilisés, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Après, c'est intéressant pour appuyer certains résultats qu'on va pouvoir avoir dans des études quali ou dans la passation d'autres types de questionnaires. Et ça nous permet vraiment d'avoir des scores quoi, de vraiment situer nos clients sur une échelle, enfin sur un... oui, quand je dis sur une échelle, c'est de voir si leur site est bon élève ou mauvais élève, notamment. Mhm. C'est ça qui est intéressant, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport au nombre de participants, on avait une question sur l'exploitation possible des résultats. À partir de combien, alors on pose la question à partir de quel volume de réponses les résultats sont exploitables. Je rigole parce que c'est une question effectivement très très courante et très légitime. Et il y a un peu différentes approches. Alors, on peut considérer que à partir de 30, c'est un peu une norme, hein, comme ça, c'est presque une légende urbaine, mais on peut considérer qu'à partir de 30 participants, on peut commencer à faire des analyses statistiques, des moyennes, des écarts types, que ça peut avoir du sens, ou des comparaisons de moyennes, voilà, si on compare plusieurs populations, etc. Donc, à partir de 30 réponses. 30 réponses par profil, c'est-à-dire que si on va interroger des jeunes et des seniors, ben dans ce cas-là, il faut 30 jeunes et 30 seniors. Voilà, faut pas les diviser, faut pas diviser cette population de 30 en plusieurs sous-groupes. Après, pour vous donner une autre idée, quand on veut valider un questionnaire du point de vue vraiment donc statistique, psychométrique, scientifiquement, on considère qu'il faut environ 400-450 réponses. Voilà, ça donne un peu une idée. Et en revanche, moi, je considère que bah, ces questionnaires, on va les utiliser par exemple lors de tests utilisateurs ou lors parfois d'études auprès de populations très très restreintes. Hein, si on l'utilise en entreprise, on va avoir parfois trois, quatre personnes, parfois même une, un ou deux. Donc, on va pas pouvoir faire, en tout cas de façon scientifique, j'ai envie de dire, des analyses ou des moyennes, où ça va pas avoir beaucoup de sens. Mais pour moi, c'est pas gênant. On est, si on fait pas de recherche, on est dans une approche pragmatique.
Si on a 5 utilisateurs, 5 participants, eh bien, avec toute la prudence qu'on va avoir dans nos conclusions, on peut quand même, pour moi, faire quelques analyses. Alors, je dis des analyses, ça va être une moyenne auprès de mes 4, 5 participants, ça va être un écart type pour voir comment se disperse la moyenne, euh, quelques analyses comme ça, des représentations graphiques. Euh, à nouveau, si on est prudent dans nos conclusions, en disant bah oui, on a interrogé que 4 personnes, on peut quand même le faire. Ça tient la route. Voilà, c'est ce qu'on fait, des moyennes, on les fait quand on a 2 notes, quand on est au lycée, et ben on fait une moyenne, et puis Mm. ça donne du sens. Voilà, À relativiser, ouais, avec le nombre en fonction du nombre de participants, oui. c'est ça. Pour, Après, pardon, oui, Lisa, pardon. pareil, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont des déjeuners ou autres. Donc, Et- pour s'assurer Oui, de au moins dérouler la fin de la présentation, ce que je vous propose, c'est, Guillaume, on te laisse nous parler des questionnaires de profilage. Ensuite, absolument. Lisa aura un exemple d'un questionnaire un peu plus spécialisé. Et ce sera le dernier slide. Et après, on passera sur voilà, le slide de remerciement. Mais évidemment, on essaiera de répondre au maximum de questions. Mais au moins, si vous devez partir à 13h, bah, vous pouvez. Guillaume, à toi. D'accord. Eh ben, voilà, je termine alors vite. Là, vous retrouverez sur ce site, qui est mon site perso, qui est toujours en construction. Alors, en tout cas, cette page-là, sur les questionnaires, un aperçu, un panorama des questionnaires qui mesurent l'expérience utilisateur. Voilà. Je parle effectivement de tout ce qui est segmentation parce que c'est important et le profilage des utilisateurs. Là aussi, ça peut être très intéressant de se demander à qui on s'adresse, quel est le public à qui je m'adresse, quels sont les différents profils de ce public-là. Et bien entendu, il y a plein de questionnaires et encore plus que ce qui mesure l'expérience utilisateur parce que on peut profiler les personnes en fonction de plein de composantes. Donc là, je peux pas bien sûr être exhaustif et j'ai commencé à faire une sorte de référencement, un peu sur des essais psychologiques, mais pour donner 3 aperçus, il y a par exemple un questionnaire. L'une des questions classiques qu'on peut poser dans une enquête, c'est est-ce que la personne, elle se sent à l'aise avec les technologies ou pas? Nous, ça nous permet de savoir, bah ok, attention, elle disait que le système était nul ou très bon, mais elle est très peu à l'aise avec les technologies, donc peut-être que c'est à nuancer. Du coup, ces résultats sont à nuancer. Il existe un questionnaire standardisé, c'est-à-dire que là, on sait exactement à quoi ce qu'on mesure. Donc, c'est l'affinité avec les technologies. Est-ce que la personne, elle aime bidouiller ou pas avec les technologies? Et à nouveau, en tant que questionnaire standardisé, on est sûr de mesurer ça, cette affinité-là. Et on est aussi en mesure d'interpréter ces scores et on sait que à partir de 3,5, on a des personnes qui sont à l'aise avec les technologies. Mais il y a plusieurs échelles, plusieurs nuances, voilà, dans ce questionnaire-là. Un autre questionnaire que moi je trouve intéressant, c'est qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, bien sûr, en ce moment. Et il y a un questionnaire que je trouve assez lourd. Je pense que les auteurs vont faire une version plus courte. En tout cas, c'est à mon avis possible d'en faire une. Dans ce questionnaire-là, on vient mesurer l'attitude, c'est-à-dire est-ce que la personne, elle, elle est à l'aise, on va dire, avec l'intelligence artificielle ou pas. Pas qu'elle est à l'aise, est-ce qu'elle maîtrise, mais plutôt est-ce qu'elle l'aime ou pas. Est-ce qu'elle va être en mesure par exemple, si on lui propose un service basé sur l'IA, est-ce qu'elle va dire ah, ok, j'utilise, ou est-ce qu'elle va dire oh, non, l'IA c'est mal, c'est pas bon, j'ai pas envie de l'utiliser. Et ça, donc, dans cette échelle, il y a 2 dimensions, une dimension attitude positive et une dimension attitude négative. Et c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ça donne ce type de résultat, voilà, attitude positive et négative envers l'IA, et ça permet à nouveau, de pouvoir profiler les personnes et de se dire, bah, si je m'adresse à un public et que je veux pousser à un module IA et que, bah, mon public, non, il n'est pas très sensible, en tout cas très ouvert à tout ce qui est IA, ben, je vais peut-être du coup développer mon service différemment ou voilà. Et puis, ben, vous parliez d'environnement. Il y a un questionnaire que je trouve très intéressant aussi sur une sorte de portrait psychologique de la personne vis-à-vis des questions environnementales. Est-ce que la personne, elle est sensible ou pas, on va dire, aux questions environnementales?
Dans ce questionnaire-là, il y a quatre dimensions. Donc, cette sensibilité, on l'a globalement avec le questionnaire, mais on peut avoir des nuances. On a donc quatre dimensions. Biosphère, c'est la personne, elle parle vraiment, elle pense à la nature et ça lui tient à cœur. C'est comme ça que sont formulées les questions de ce questionnaire. L'altruisme, eh bien, c'est est-ce que je pense aux autres en fait? Et c'est, on sait, une composante pour les questions environnementales, penser aux autres, pas penser qu'à soi. Et il y a deux dimensions qui sont des dimensions du coup inverses. L'hédonisme, une personne qui est très centrée sur son propre plaisir, eh bien, elle va pas être sensible aux questions environnementales. Et l'égoïsme, bah, c'est l'inverse de l'altruisme. L'égoïsme, la personne qui ne pense qu'à elle, elle sera peu sensible aux questions environnementales. Et puis, bah, je te laisse parler, Lisa. Oui, oui, je voulais présenter un peu cet exemple-là avec une échelle qui se trouve d'ailleurs dans ton ouvrage qui s'appelle l'Exade, qui nous a permis en fait de profiler les utilisateurs de notre client qui est spécialiste de la location d'appareils de sport dans les salles, qui voulait en fait engager davantage les utilisateurs dans des comportements pro, enfin pas pro, mais dans des comportements pour communiquer autour de la marque et aussi dans l'engagement envers la salle, en fait, dans le fait d'aller plus souvent à la salle. Et donc, nous, on leur a proposé de mettre en place des éléments, des fonctionnalités gamifiées. Et pour tester, en fait, la sensibilité des adhérents à ces éléments gamifiés, donc à ces techniques d'engagement, ben, on a profilé des types de joueurs. On a essayé d'identifier quel type de joueurs étaient ces adhérents-là. Donc, on a eu près de 4000 répondants sur leur base de données, donc tous des adhérents de notre client. Et puis bah là, on peut le voir, on s'est rendu compte que bah, on avait pas mal de players, de philanthropistes et ce qu'on appelle voilà, des achievers et disrupteurs. Et en fait, ça nous a permis de conseiller, enfin de recommander bah, des fonctionnalités qui seraient plus efficaces en fonction du type de joueur. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant l'utilisation de ces échelles et voilà, ça peut donner lieu à des choses très chouettes, comme ça a été le cas là. Il y a aussi une échelle qui mesure la coolness, il me semble. Bah, je ne sais pas si c'est dans l'échelle Oui, mais bon, faut savoir qu'il voilà, faut pas hésiter à feuilleter l'ouvrage de Guillaume parce qu'il y a plein d'échelles auxquelles on s'attend pas forcément Mm. et qui peuvent être vraiment sympas à tester, à utiliser dans le cadre des études et qui permettent vraiment d'avoir des résultats hyper intéressants, quoi. mm, Top. Oui. Euh, merci. Avant qu'on conclue et qu'on prenne les questions, au moins qu'on conclue l'enregistrement, donc on a bah, d'abord merci beaucoup à tous les deux. Ça, c'est le point important. Et on se retrouve aussi le 8 avril pour parler justement d'IA et de son utilisation dans l'UX Research avec Lisa Le Pogam du Club Med. Voilà. Intéressant.